Aujourd'hui, on va voir comment faire la correction d'un système de premier ordre en utilisant un correcteur PI. Donc ici, nous avons un système de premier ordre qui est égal à 0,8 divisé par 0,5 multiplié par S. S, c'est la variable de la place, plus 1. Et le correcteur PI, nous avons un proportionnel plus intégrateur. Le proportionnel est égal à KP et l'intégrateur est égal à KI divisé par S. Et on cherche les valeurs de KP et KI pour avoir les indices de performance suivants. On cherche un erreur statique nulle, on cherche un temps de réponse à plus ou moins 5% qui est égal à TS égale à 1 seconde, et aussi on cherche un dépassement dans l'ordre de 6%. Donc le plan qu'on va suivre dans cette vidéo, on va commencer par une introduction. Après, on va faire le calcul théorique pour trouver les valeurs de KP et de KI. Et à la fin, on va faire la simulation par le logiciel Simulink de MATLAB pour comparer les résultats théoriques qu'on a trouvés avec les résultats de simulation. On va commencer par une introduction. Si nous avons un système GS, quel que soit l'ordre de ce système, d'ordre 1, 2, 5, 10 ou autre, ce système GS, on peut l'approximer ou l'approcher à un système de deuxième ordre qui est égal à K divisé par S à la 2. K, c'est une constante, plus 2 Xi, Xi c'est le facteur d'amortissement, oméga N, c'est la pulsation naturelle, multiplié par S plus oméga N à la 2. Ça, d'une part. D'autre part, si on cherche une sortie ou une réponse avec dépassement, dans ce cas, il est obligatoirement que le système contient des pôles complexes. Et pour un système de deuxième ordre, pour avoir des pôles complexes, il faut que le facteur d'amortissement il est entre 0 et 1. Donc, si nous avons un facteur d'amortissement pour un système de premier ordre, il est entre 0 et 1. Donc, ce système, il a deux pôles complexes. Et puisqu'il a deux pôles complexes, donc la réponse ou la sortie contient un dépassement. Pour un système de deuxième ordre, quels sont les principaux indices de performance? Donc, les indices de performance pour un système de deuxième ordre sont les suivants. D'abord, c'est le temps de réponse, TS, et après, on va détailler chaque indice à part. Le temps de montée, TR, le dépassement maximal, D, la fréquence d'oscillation, FP, ou la période d'oscillation en régime transitoire, TP, et l'erreur statique. On va commencer par le temps de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps de réponse? Le temps de réponse, c'est le temps nécessaire pour que la variation de la sortie entre complètement dans un intervalle d'incertitude. Donc, comme l'exemple ici, que nous avons ici, on cherche un temps de réponse à plus ou moins 5%. Donc, nous avons, pour l'exemple que nous avons ici, la valeur en régime permanent, il est égal à 0,8. Puisque on cherche un temps de réponse à plus ou moins 5%, donc je dois calculer la valeur en régime permanent, et je vais ajouter 5% de cette valeur, donc qui est là. Aussi, je dois calculer la valeur en régime permanent, et je retranche 5% de cette valeur qui est là. Après, je dois déterminer l'instant où la variation de la sortie entre complètement dans cet intervalle. Donc ici, nous avons à cet instant, la réponse, il entre dans cet intervalle, mais après il sort. Ici, c'est la même chose. Il entre, il sort. Ici, il entre, il sort. Ici, il entre, il sort. Ici, il entre, mais à cet instant, il va rester toujours à l'intérieur de cet intervalle. Donc, cet instant, il s'appelle le temps de réponse à plus ou moins 5%. De la même façon, si on cherche un temps de réponse à plus ou moins 2%, je fais la même chose. Je vais ajouter 2% à la valeur en régime permanent, et je vais retrancher 2%
à la valeur en régime permanent et je détermine l'instant où la variation de la sortie entre complètement dans cet intervalle. Donc, cet instant, il s'appelle le temps de réponse à plus ou moins 2%. Donc, pour un système de deuxième ordre et un système avec dépassement, nous avons le temps de réponse à plus ou moins 5% égal à 3. C'est une relation qui est approximative, égal à 3 divisé par xi fois oméga n. Xi, c'est le facteur d'amortissement, et oméga n, comme on l'a dit, c'est la pulsation naturelle. Et pour un temps de réponse à plus ou moins 2%, nous avons le temps de réponse égal à presque égal à 4 divisé par xi fois oméga n. Le deuxième indice de performance, c'est le temps de montée TR. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de montée TR? Le temps de montée TR, c'est la durée entre ou pour que la sortie varie entre 10% de la valeur en régime permanent jusqu'à 90% de la valeur en régime permanent. Donc ici, nous avons 10 fois 0,8, 10%, ça veut dire 0,1 fois 0,8, la valeur qui est là, et 0,9 multiplié par 0,8, la valeur qui est là. Et cette durée, d'ici jusqu'à ici, il s'appelle le temps de montée. Pour un système de deuxième ordre et avec dépassement, cette valeur TR égale à 1,76 xi à la puissance 3 moins 0,41 xi à la puissance 2 plus 1,04 xi plus 1 divisé par la pulsation naturelle. Le troisième indice de performance, c'est le dépassement maximal. Le dépassement maximal, c'est tout simplement, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur en régime permanent, qui est la valeur finale, divisé par la valeur finale. Ça, c'est la définition générale. Donc ici, le dépassement D égale à la valeur maximale, qui est ici, il est égal à presque égal à 1,2, moins la valeur finale qui est égale à 0,8 divisé par 0,8. Et cette définition, c'est la définition générale. Pour un système de deuxième ordre, ce dépassement est égal à l'exponentielle moins P 3,14 multiplié par le facteur d'amortissement qui est xi divisé par la racine carrée de 1 moins xi à la 2. Et comme on a dit, pour un système, pour une réponse avec dépassement, le xi il est entre 0 et 1. Donc la valeur qui est là, 1 moins xi à la 2, il est toujours positif. Cette relation, il est utile si nous avons le facteur d'amortissement et on cherche le dépassement. Mais dans notre cas, nous avons, on cherche le dépassement de 6%, donc le dépassement il est connu. Donc on cherche le xi. Donc pour faire l'inverse, on va utiliser cette relation. Donc le facteur d'amortissement égale à la racine carrée de ln, le dépassement tout à la 2, divisé par p à la 2, plus ln d tout à la 2. Et cette relation, on peut déduire cette relation à partir de cette relation. Le quatrième indice de performance, c'est la fréquence d'oscillation FD, ou la période d'oscillation TD. C'est quoi la période d'oscillation TD en régime permanent? Tout simplement, c'est la durée entre deux crêtes successives. Donc, la durée entre cette crête et cette crête, ou la durée entre cette crête ou cette crête, ou la durée entre cette crête et cette crête. Donc, cette fréquence égale à quoi pour un système de deuxième ordre? Donc, la pulsation d'oscillation en régime permanent pour un système de deuxième ordre
égale à oméga n multiplié par la racine carrée de 1 moins xi à la 2. Donc ici, cette relation, il est valable seulement pour un système de deuxième ordre et avec dépassement. Lorsqu'on dit avec dépassement, ça veut dire le xi, il est entre 0 et 1. Et bien sûr, puisque ça, c'est la pulsation, donc la fréquence égale à la pulsation divisé par 2p et la période égale à 1 divisé par la fréquence. Le dernier indice de performance, c'est l'erreur statique. Qu'est-ce que ça veut dire l'erreur statique? Si nous avons un système GS, l'entrée de ce système c'est E et la sortie de ce système c'est S. L'erreur statique, tout simplement, c'est la valeur absolue entre de la valeur finale de l'entrée moins la valeur finale de la sortie. Et l'erreur statique, il est toujours positif. Comme l'exemple que nous avons ici, l'entrée ici, c'est un échelon unitaire, donc l'entrée est égale à 1. La valeur finale, la valeur finale de la sortie égale à 0,8. Donc l'erreur statique, c'est la différence entre la valeur finale de l'entrée moins la valeur finale de la sortie. Donc égale à 1 divisé par 0,8 égale à 0,2. Juste une remarque, si nous avons un intégrateur dans notre correcteur, comme notre exemple, on cherche un correcteur PI. Donc, il contient un intégrateur. Dans ce cas, l'erreur statique nulle, il est garantie à 100%. Donc, toujours, si nous avons un intégrateur dans notre système, l'erreur statique du système, il est toujours égal à 0. Maintenant, on va commencer le calcul théorique. Donc ici, nous avons notre correcteur PI. Ici, nous avons notre système et le rotor, il est unitaire. La première des choses qu'il faut faire, nous devons calculer la fonction de transfert de ce système en boucle fermée. Je vais appeler H la fonction de transfert de ce système en boucle fermée. Donc, nous avons le H égale à la fonction de transfert de la chaîne directe, c'est d'ici jusqu'à la sortie. Donc, le PI multiplié par la fonction de transfert de notre système, divisé par 1 plus la fonction de transfert du système en boucle ouvert, puisque nous avons ici le retour unitaire. Donc, la fonction de transfert de la chaîne directe égale à la fonction de transfert euh, en boucle ouverte. Donc, H égale à PI multiplié par la fonction de transfert du système divisé par 1 plus le PI multiplié par la fonction de transfert du système. Si je développe cette expression, en fin de compte, je vais trouver que HS égale à 1,6 multiplié par KP multiplié par S plus KI divisé par S à la 2 plus 2 plus 1,6 Kp fois S plus 1,6 multiplié par Ki. Le système qu'on a trouvé ici, c'est un système de deuxième ordre, puisque la plus grande puissance ici, c'est 2. Donc, le numérateur, c'est un système de premier ordre et le dénominateur, c'est un système de deuxième ordre. Donc, je peux écrire cette fonction de transfert sous cette forme. Donc, le numérateur, je vais les laisser tel qu'elle est. Et le dénominateur, je dois l'écrire de cette façon, S à la 2 plus 2 xi oméga n fois S plus oméga n à la 2. Donc, quelle est la relation qui lie entre le xi, le oméga n, avec le kp et le ki? Pour trouver la relation qui lie entre le facteur d'amortissement oméga n avec le ki et le kp, on va comparer le dénominateur de cette fonction de transfert avec le dénominateur de cette fonction de transfert. Puisque nous avons ici le numérateur ici, il est égal à le numérateur ici.
Donc, pour que le dénominateur ici égale à le dénominateur ici, il faut que 1,6 fois KI égale à oméga n à la 2. C'est d'une part. D'autre part, il faut que 2 plus 1,6 Kp égale à 2 Xc fois oméga n. Donc ici, nous avons un système de deux équations. Donc, d'après la première équation, le KI égale à oméga n à la 2 divisé par 1,6. Et la deuxième équation, il va donner que Kp égale à 2 Xc oméga n moins 2 divisé par 1,6. Donc, si on calcule oméga n et le Xc, donc on peut calculer facilement le KI et le Kp. D'après les relations qu'on a vues dans l'introduction, on a dit que le facteur d'amortissement, la relation qu'il y a entre le facteur d'amortissement et le dépassement, nous avons le facteur d'amortissement égal à le racine carrée de ln d à la 2 divisé par p à la 2 plus ln d tout à la 2. Et on a déjà fixé que le dépassement il est de l'ordre de 6%. Donc le d égale à 0,06. Si on remplace ici, on va trouver que le facteur d'amortissement égale à 0,6671. Ça, d'une part. D'autre part, on a fixé un temps de réponse à plus ou moins 5% égal à 1 seconde. Et la relation du temps de réponse à plus ou moins 5% pour un système de deuxième ordre avec dépassement égale à 3 divisé par Xc fois oméga n. Donc ici, nous avons oméga n égale à 3 divisé par Xc fois Ts. Nous avons le Xc, il est déjà calculé ici. Le Ts égale à 1 seconde. Si on remplace, on va trouver que oméga n égale à 4 points, à peu près 4,5 radiens par seconde. Donc, on a calculé le oméga et on a calculé le xi. Donc, on remplace ici, on remplace dans cette équation. Et dans cette équation, on va trouver les valeurs de KI et le valeur de KP. On va trouver que le KI égale à 12,68 et le KP égale à 2,5. Avant de commencer la simulation dans notre système, il y a deux remarques qui sont importantes. La première remarque, c'est que chaque indice de performance, il nous donne une équation. Donc, le temps de réponse, il nous donne une équation, temps de montée, une équation, dépassement maximal, une équation, la fréquence d'oscillation, lui aussi, une équation. Sauf l'erreur statique, qui est garantie par l'intégrateur. Donc, si nous avons un intégrateur, nous avons toujours une erreur statique qui égale à 0. Si, par exemple, on cherche les paramètres d'un correcteur PI. Donc ici, nous avons le PI égale à KP plus KI divisé par S. Donc ici, nous avons deux inconnus. On cherche deux inconnus. Puisque ici, nous avons deux inconnus, donc il faut pas fixer plus de deux indices de performance. Donc l'intégrateur PI, il assure au maximum deux indices de performance. Bien sûr, à part l'erreur statique qui est toujours égal à 0 pour un intégrateur PI. Donc, le PI, il peut assurer soit le temps de réponse et le temps de montée, soit le temps de montée ou le dépassement, comme notre cas. Donc, on a fixé un correcteur PI et on a fixé deux indices de performance qui est le temps de réponse TS et le dépassement D. Et bien sûr, l'erreur statique, il est toujours égal à 0 pour un correcteur PI. De la même façon, si nous avons un correcteur PID, dans ce correcteur, nous avons trois inconnus, le K, P, le KI, le KD. Donc, ce correcteur, il peut assurer au maximum
trois indices de performance à part l'erreur statique qui est garantie par cet intégrateur. Donc ici, puisque nous avons trois inconnus, il faut fixer au maximum trois indices de performance, pas plus. Il ne faut pas fixer quatre indices de performance et chercher le cas P, le cas I et le cas D, parce que on va se trouver dans une, euh, on va trouver quatre équations avec seulement trois inconnus. La deuxième remarque, c'est que la relation qu'on a parlé, qui est le D égale à l'exponentielle moins P, C divisé par le racine carré 1 moins C à la 2, où le Xi égale à ça. Ici, nous avons le D en fonction de Xi, et ici, nous avons le Xi en fonction de D. C'est la même. Cette relation, elle est exacte si nous avons la fonction de transfert du système, il est de cette forme, égale à K divisé par ça. Mais la fonction de transfert qu'on a trouvée, dans notre système, il s'écrit de cette forme. Donc nous avons 1.6 KPS plus 1.6 fois KI divisé par ça. Donc ici, c'est comme nous avons la somme de deux fonctions de transfert de cette forme. Donc nous avons ça divisé par ça plus ça divisé par ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si nous avons, nous on a déjà fixé un dépassement qui est de l'ordre de 6%. Donc si nous avons un système de cette forme, on va trouver exactement un dépassement qui est égal à 6%. Mais pour ce système, puisque nous avons H, il est la somme de deux fonctions de transfert de deuxième ordre, on va trouver presque le double de dépassement qu'on a fixé. Donc, le dépassement qu'on va trouver, on va le trouver de l'ordre de 12%. Maintenant, on va faire la simulation. Donc, ici, nous avons notre programme. Toujours, on va commencer par clear pour supprimer tout ce qui est dans le workspace. CLC pour supprimer les commandes dans la fenêtre de commande. Et si nous avons des figures qui sont déjà ouvertes, on va les faire. Donc ici, nous avons le dépassement qu'on a fixé, il est 6%. Le temps de réponse, c'est 1 seconde. Ici, A, c'est le facteur d'amortissement Xi. Donc, la relation pour calculer le Xi qu'on a déjà vu, c'est cette relation. Après, oméga n, pour calculer oméga n égale à 3 divisé par Xi fois le temps de réponse. Après, on va calculer le KI. Donc, pour calculer le KI, on a utilisé cette relation. Et le KP. Après, on va définir les fonctions de transfert du système. Donc, nous avons la fonction de transfert du système de premier ordre. Nous avons ici la fonction de transfert du correcteur. Et ici, nous avons la fonction de transfert en boucle fermée, du système en boucle fermée. Ici, nous avons le retour, il est unitaire. On va tracer la réponse indicielle. Ça veut dire l'entrée du système, c'est un échelon qui est unitaire et on va voir la réponse. Donc, on va exécuter le programme. Donc, ici, nous avons notre réponse. C'est ça, la sortie. Donc, puisque nous, on a déjà fixé le temps de réponse à 5%, donc on va changer ça, 2% à 5%. Et après, on va voir le temps de réponse de notre système. Le temps de réponse, il est ici, donc il est presque égal à 1. Le dépassement,
le pic réponse, le dépassement, comme on a dit, on va voir presque le double, puisque nous avons la somme de deux fonctions de transfert de deuxième ordre, donc égale à presque 12, donc égale à 11,6. Pour expliquer la deuxième remarque qu'on a dit, la deuxième remarque, donc on va déclarer une fonction de transfert H1 qui est égale à oméga n à la 2 divisé par S à la puissance 2 plus 2 A qui est le facteur d'amortissement oméga n fois S plus oméga n à la 2. Et on va tracer la réponse indicielle, la réponse indicielle de cette fonction de transfert et on va voir la différence. Donc on va exécuter le programme. Donc ici, on va voir le dépassement de cette fonction de transfert. Le pic réponse, donc ici nous avons le pic réponse. Donc ici nous avons exactement 6%. À l'inverse de la fonction de transfert H, la fonction de transfert qu'on a calculée ici. Je vais refaire la simulation. Donc ici, on a trouvé le sitting time, le temps de réponse. Pardon, nous devons changer ici 2% à 5%. Donc ici, nous avons le temps de réponse, il est presque égal à 1, mais le dépassement, il est égal à de l'ordre du double d'une fonction de transfert avec une constante en numérateur.